Bonjour à tous, dernière vidéo sur Symbaroum, jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux bouquins qui sortent évidemment, mais récemment j'ai fini donc la campagne de Trône d'Épines, et je voulais faire une vidéo plus généraliste sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour venir un peu en aide aux gens qui commencent la campagne ou qui se demandent s'ils vont la faire. Encore une fois, c'est extrêmement personnel, chacun va avoir son opinion par rapport à ça, mais je pense que la mienne vaut autant que celle des autres. Donc je vais essayer un peu de séparer mon feedback entre ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moyen et ce que j'ai trouvé franchement pas terrible, voire disons un peu impardonnable de la part de Erdringen et de Frika Liga. Donc on va commencer par les choses positives. La première chose qui, comme beaucoup de personnes qui commencent Symbaroum, c'est l'impact des illustrations. La charte graphique est quand même démentielle, par Martin Grip, qui est illustrateur phare de chez Fricaliga, qui a illustré quasiment tous les bouquins jusqu'à, je crois, jusqu'à Davocar s'éveille, où là, il y a un autre type qui a pris la main et il ne fait plus quasi... Enfin, il fait certaines des illustrations, mais pas toutes. C'est une esthétique qui est très très forte, qui pour n'importe qui, que ce soit vos joueurs ou des gens qui veulent venir mettre du jeu, elle est très impactante, puisqu'il y a une touche très unique en fait, qui va mélanger le pitch du jeu, à savoir concrètement un mélange entre, pour aller vite, Princesse Mononoke, Game of Thrones, le tout recouvert par une couche à la fois de mythologie scandinave et la contrainte classique de la conquête de l'Ouest. Puisque, pour aller très vite, ça raconte quoi? Ça raconte, si vous, bon, ça m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo si vous avez aucune idée de ce que c'est Maru, mais l'idée c'est toujours la même, c'est que il y a un grand exil qui prend place, vous jouez théoriquement, enfin, cet grand exil amène des gens qui ont réussi à convaincre des méchants morts-vivants sur, sur la terre de leurs ancêtres. Ils s'aperçoivent que sur la terre de leurs ancêtres, alors qu'ils commencent à se reconstruire, il y a des barbares qui sont présents, et il y a une grande forêt extrêmement puissante, extrêmement dense tout au nord. Les gens qui rentrent dans la forêt se font dégommer, mais la forêt recèle de grandes merveilles, de puissantes ruines d'un ancien empire qui s'appelle Simbaru. Et l'idée, c'est que cette forêt ne doit pas être dérangée, donc ça c'est le côté Mononoke. Tous les gens, d'un côté on va avoir la civilisation qui va essayer de s'imposer au fur et à mesure, représentée par le royaume de Lambrie, donc ces réfugiés. Façon Far West, parce que c'est une sorte de nouvelle frontière, évidemment, puisqu'on joue des colons, quelque part, qui sont là uniquement depuis une vingtaine d'années. Et le côté trône de fer est extrêmement présent parce que on a des factions politiques, beaucoup de factions qui sont présentes. La religion, les nobles, les magiciens, les sorciers et toute la mystique qui regroupe autour de la forêt, qui se compose à la fois donc de d'autres races, donc on appelle les races anciennes, mais aussi de puissances qu'il vaut mieux pas réveiller. Évidemment, comme dans le trône de fer, la politique va prendre le pas sur la menace métaphysique et mystique, jusqu'à arriver à une sorte de Ragnarok à la fin, où toutes les factions vont être jetées, enfin la table va être retournée, l'échiquier va être retourné, et ça sera une lutte pour la survie, pour essayer d'être sûr en fait, que les PJ comprennent les enjeux qui sont présents, et pour voir un peu, peut-être pas sauver le monde, mais au moins être sûr que ce qui viendra après la fin sera meilleur. Et donc c'est un concept qui est extrêmement simple finalement, et ça c'est une des grandes forces aussi du pitch, c'est que vous pouvez très rapidement, enfin tous vos joueurs vont pouvoir comprendre assez aisément ce qu'il se passe, faire des personnages, et le simple concept du jeu, vraiment ces forces d'opposition, donc, que ce soit les sorcières, que ce soit les barbares, que ce soit les forces d'Ambry, et cette forêt mystique et Symbaroum, cet empire dont on ne sait pas grand chose au début et peu à peu dont on apprend l'histoire, ça va être au cœur du jeu et c'est extrêmement simple à pitcher, surtout avec l'esthétique. Donc ça c'est vraiment un excellent point, je pense que c'est une des grandes forces du jeu. L'autre aspect c'est évidemment la simplicité du système. Alors je parle pour les joueurs, hein. Pour les joueurs le système est extrêmement simple, il n'y a pas beaucoup de difficultés, c'est super, et en plus si vous avez les cartes, ça permet donc de rajouter, parce qu'en fait l'essentiel du jeu se figure par des talents qu'on peut acheter qui ont un, 2, 3 niveaux. Chaque niveau va apporter une complexité supplémentaire au pouvoir en place, mais ça permet aux joueurs d'avoir un système évolutif qui est assez simple à prendre en main, puisque tout est expliqué sur des cartes. Donc ça c'est vraiment très très bien, mais c'est pour les joueurs. Il y a aussi le fait que le MJ va pas lancer de dés. Moi j'aime bien, hein. Après il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer. Concernant la campagne vraiment elle-même, je pense que la grande force, c'est l'évolution, c'est l'escalade
au fur et à mesure du côté catastrophique de la campagne, où on va avoir des enjeux qui vont exploser. Vous partez, le premier c'est Fort Chardon, où on va vous expliquer les factions, puis vous allez dans la forêt, où il y a potentiellement la prise de contrôle par la reine du dernier lieu neutre des barbares. Puis on va dans la capitale où on se fait attaquer à coups de météorites, et on va aller jusque dans l'outre-monde, qui est ce monde un peu étrange, rencontrer l'esprit de l'empereur. Enfin, on arrive à Davokar, on arrive à Simbar, donc cette espèce de cité que personne ne connaissait vraiment la localisation, qui était plus du domaine du mythe. Puis on revient, alors ça c'est très très fort, on change complètement la table et on va au sud, il y a une guerre civile qui éclate, et pendant ce temps-là les joueurs vont tout au sud, reviennent dans le berceau de Lambry, dans cette plaine dévastée, en Albérétor, qui est cet endroit complètement dévasté, où sont battus les Albériens contre les morts-vivants qu'on appelle Sombres Seigneurs, jusqu'à aller en Liastra. Et enfin, le retour, c'est la fin du monde, et il faut vous devez essentiellement retrouver ce MacGuffin qui est le trône d'épines du nom de la campagne, pour soit l'utiliser, soit le détruire, concrètement, pour espérer au moins sauver ce qui peut l'être, avec les factions qui s'enchaînent. Les factions elles-mêmes sont assez intéressantes, mais tout de suite, il y a un peu cette idée qu'il y en a beaucoup. Alors la chose, c'est que les factions vont prendre quasiment 3 des 6 chapitres de la campagne à être complètement bloqués, disons, plutôt, je vais pas dire métastasés, mais en gros, le premier bouquin vous assomme avec toutes les factions potentielles, puis on vous en rajoute au fur et à mesure jusqu'à atteindre quasiment le roster final, qui ne fera que décroître après, notamment dans le chapitre final. Alors la grande force aussi, c'est que ces factions-là, vous allez toujours avoir un ou deux représentants, qu'on va introduire très très tôt, donc souvent dans le Wrath of the Warden, ou le Courroux du Gardien, ou le Marteau à Sorcière, parce que c'est des personnages qui vont être récurrents. Et ça, c'est vraiment bien foutu. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le capitaine Marvello, qui est le capitaine de la garde de Fort Chardon, qui va après devenir un ranger de la reine, puis un colonel, et enfin être quasiment l'un des hommes de confiance de la reine à la fin. Pareil pour... j'ai perdu son nom, Sarvola, qui est une sorte d'hérétique, qui est le représentant des réformistes, donc les gens de la religion qui veulent changer un peu les choses pour revenir à un mode où il n'y avait pas de dieu unique, mais il y avait plusieurs dieux, ou au moins un dieu plus positif, on va dire, donneur de vie. Et celui-là, vous allez retrouver un peu partout durant la campagne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le fait que ce soit un jeu à mystère est bien amené, puisque la grande force du jeu, ce qui va motiver beaucoup de joueurs, et je pense certains des maîtres du jeu, c'est justement que le jeu vous ouvre plein de questions, dès le début, en vous disant qui sont les Sombres Seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé à Symbaroum, où est Simbar, qu'est-ce que la magie pure, plein de questions, qu'est-ce qui dort sous Carvosti, et la majorité de ces questions-là vont être résolues. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les méta-jeux, ou alors fait de façon un peu catastrophique. Moi, je pense toujours, je suis un grand fan de vampires. Je pense à Géna, qui était le dernier livre de la vieille gamme de vampires, qui était une catastrophe. C'était vraiment nul à chier. Et là, au contraire, on est plutôt bien ordonné, et les chevaux, les vaches et les veaux rentrent dans les tables à la fin, puisque chaque bouquin va peu à peu introduire des éléments de réponse, jusqu'à apporter quasiment toutes les réponses que vous attendez. Alors, tous les mystères ne sont pas révélés, mais les plus importants, ceux qui tiennent vraiment en haleine, en tant que MJ, en tant que joueur, eux le sont. Et ça, c'est vraiment une très très grande force de la campagne du Trône d'Épines, à mon avis. Le fait aussi que ça se passe que dans une région, c'est bête, mais même s'il y a une portée catastrophique à la fin du jeu, même si vous arrivez dans le pire, vous avez la pire fin possible dans l'histoire, techniquement, ça n'affecte qu'une région du monde. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Ce qui veut dire que dès que vous êtes au-delà des montagnes, vous allez au Royaume de l'Ordre, vous allez au-delà des cités, les cités franches, il n'y a pas... on s'en fiche, en fait, concrètement, de ce qui peut arriver à la région de Davokar. Et j'avais trouvé ça assez couillu, en fait, finalement, de faire quelque chose comme ça. Et évidemment, la grande force de la campagne, à mon avis, qui peut exprimer, c'est le fait aussi que c'est très facile de lier les joueurs à ce qui se passe. Donc en gros, vos joueurs peuvent très facilement être liés à toutes les factions possibles, et c'est très simple. Vous avez un prêtre, soit il est conservateur, soit il est réformiste. Vous avez un Templier, c'est pareil. Les Templiers sont obligés de choisir un peu leur allégeance. Vous avez potentiellement très rapidement, à la fin du premier chapitre, vous pouvez tous rejoindre le Pacte de Fer, donc les elfes, en tant qu'agents.
Vous pouvez être lié à une maison noble, les nobles aussi vont devoir avoir des choix à faire. Il y a les présences des deux sœurs, donc Esmeralda et Corantia, qui sont au cœur du jeu et qui pourront être aussi amenés à jouer sur les allégeances. Vous avez plein de façons de rejoindre l'Ordre Magica, en tant que magicien, mais aussi en tant que sapeur. Tout est... Et bien sûr, les barbares, c'est assez simple, en fait, il y a les sorcières, il y a les clans. À un moment, les clans vont se séparer entre le serment de la souveraine et les clans loyalistes, plus les neutres. Vous pouvez très facilement vous retrouver là-dedans. Si vous jouez, notamment, c'est dès le bouquin de base, dans le scénario d'introduction, il y a les prêts tirés qui sont donnés. Et un de ces prêts tirés, c'est un barbare du clan Gézira, c'est le dernier survivant du clan Gézira, ce qui vous permet de faire un lien avec le clan de la Bête aussi, qui sont les survivants du clan Gézira qui ont été déformés par la mort fantique. Donc il y a plein de possibilités très simples, et le jeu est vraiment très très bien fait pour ça. On peut aussi casser des morceaux du jeu, c'est-à-dire que un défaut sur lequel je vais revenir permet quand même, à chaque étape, à chacun des 6 bouquins qui existent, de modifier des éléments de la campagne qui ne vous plaisent pas. En gros, vous pouvez passer sous silence certains moments, vous pouvez tuer certains PNJ et avancer. Il y a beaucoup de façons de procéder et de tordre la campagne pour qu'elle aille dans le sens qui vous intéresse, que ce soit pour l'allonger. Je sais pas, moi par exemple, vous achetez le supplément sur Agrella et vous voulez faire la campagne en Agrella, ou pour la raccourcir, à l'inverse, où il y a des moments que vous trouvez un peu longs, vous pouvez toujours couper, disons, dans la chair, et raccourcir d'autant plus cette campagne. En tout cas, pour moi, j'ai fait essentiellement, pour aller très très vite, j'ai suivi essentiellement la campagne, j'ai pas fait de modifications, j'ai plus ou moins suivi le script jusqu'à certaines choses. Le seul gros changement majeur que j'ai fait, c'est que Kaltar est mort, c'est le sombre seigneur, plus tôt que ce qui était éprouvé dans la campagne, donc dès qu'on le rencontre. Donc j'ai dû ruser un peu parce que durant le 5e chapitre, la reine va jusqu'en Liastra, elle a besoin d'avoir quelqu'un pour lui filer un coup de main, et du coup j'ai remplacé Kaltar par Curien Furiae, qui était en fait le méchant du 3e bouquin, mais qui était aussi un grand mage, donc je dis bon ça va, c'est parfait, il ira, on va dire il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'il a peut-être changé d'opinion, ou il va peut-être essayer de trahir la reine à la fin. J'ai aussi introduit très très tôt, mais ça c'est parce que j'avais tous les bouquins, les veilleurs. Donc les veilleurs, ce sont les gens, c'est des puissants magiciens qui maîtrisent la magie pure, qui vivent une vie d'ascète sur Landfall, donc c'est une sorte de cité comme Atlantis, qui est cachée, plutôt comme Tirnanog, comme Avalon, qui est cachée du monde, où quand les humains sont arrivés sur le monde en fait, dans lequel on joue, il y a certains des magiciens qui ont fait sécession et qui sont planqués sur une île pour vivre en fait leur vie sans être au contact du reste de l'humanité. Mais ils ont quand même créé des veilleurs, donc qui sont des mecs qui sont téléportés en fait pour se fondre dans la foule et qui observent ce qui se passe. Et en fait, l'un des principaux éléments qui les fait changer, qui les fait sortir de leur neutralité, c'est parce qu'il y a un groupe dissident parmi eux qui a suivi les joueurs, donc les PJ, depuis le premier chapitre et qui va les aider, qui se dit eux ils peuvent peut-être changer la donne et donc détruire le trône d'épines. Ça, j'ai juste introduit ça plus tôt, c'est un changement purement cosmétique, mais voilà, par exemple, je trouve que ça marchait pas mal parce qu'en fait, ils vous disent que pour que cette île survive, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils kidnappent des gosses pour après en faire des parfaits petits assets. Sauf que si vous avez lu le bouquin, vous savez qu'il y a des enlèvements de gamins aussi qui se font par les elfes, et les gamins sont transformés en changelins. Donc moi, j'avais fait en sorte que j'avais un joueur qui était changelin, et je lui dis, un jour, tu vois ton jumeau dans la rue. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'effectivement, l'enfant barbare avait été enlevé par un des mecs de Landfall, mais il avait été remplacé par un changelin. J'ai trouvé ça assez cool et une belle façon en fait, de lier un peu tout ça. Donc j'ai fait pas mal de background par rapport à toute cette histoire. Évidemment, tous les joueurs, je suis pas forcé, mais en fait, en pure logique, très rapidement, il y a des choses qui sont apparues. J'avais un joueur qui a quitté ma partie, mais j'avais fait en sorte que c'était le frère du capitaine Marvello. J'avais un joueur qui était changelin, comme je disais, qui était lié. Alors je lui avais fait faire un pacte dans son enfance avec Aloena, donc l'elfe d'éternité qui est sur le sommet de Carvosti. C'était plus un peu pour les lier. Elle était sorcière, donc c'est bien, ça fait un lien avec l'Uldra. Et j'avais fait cette histoire de changelin où en gros, il y avait un Watcher de Landfall qui le regardait, qui était son jumeau et qui lui sauvait la vie plusieurs fois. Ensuite, pour l'ogre, c'était assez facile parce que l'ogre a pris un sapeur. Les sapeurs font partie de l'ordre de Magica, donc moi j'ai dit, grosso modo, c'est l'ogre plus ou moins domestique de Seldonio, qui est le grand maître de l'ordre. Ce qui permet en fait à Seldonio d'utiliser l'ogre comme agent. Et à un moment dans la campagne, Seldonio meurt, donc ça donne un impératif supplémentaire à l'ogre pour essayer de pousser dans cette direction et d'essayer de comprendre vraiment pourquoi c'est passé comme ça. Pour le barbare était quasiment le plus intéressant, puisqu'en fait c'est le dernier membre
c'est le dernier membre du clan Gézira. Donc durant toute la campagne, il y a une sorte de chassé-croisé entre lui et Eleonore, qui est la cheftaine du clan de la Bête. Je lui ai donné en plus, il a récupéré le chancre des araignées, donc qui est Spider-Man, qui est une épée, ce qui fait qu'après, quand il y a la résurrection potentielle dans Gataltar, il devient de facto quelque part le leader des barbares, parce qu'en fait tous les barbares sont morts ou se sont planqués. Donc il a un peu ce côté à nouveau messianique, ça marche plutôt bien. Et pour le Templier, c'est intéressant parce qu'en fait il n'arrivait pas à choisir entre les réformistes et les Templiers qui tenaient, enfin l'église de Feu Prios, donc les méga fachos qui suivent Jacobo Vera, le premier Templier. Donc moi je lui ai rajouté en plus un truc, c'est que j'ai dit que c'est le dernier descendant de Simbar, l'empereur. Ce qui fait que ça lui donne un lien avec les mages au bâton, les staff mages, qui vont le voir un peu comme étant le type à remettre sur le trône. En fait, le dernier empereur de Simbar. Et ça marchait plutôt bien. C'était assez cool. En plus, ça crée un peu une mystique. Et pour le final, c'est bien pour les factions. Donc, comme je vous dis, et tout ça, c'est pas des trucs qui m'ont pris des heures. C'est vraiment, vous lisez le truc et vous dites, ah ouais, des fois, le scénario vous le propose. Il y a des choses, en tout cas, sur l'histoire du dernier héritier de Simbar, c'est quand vous lisez la description des staff mages, ils vous disent, à la fin, soit ils ramènent un gamin de pif paf ou je sais pas où, soit ça peut être un des joueurs. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, donc c'est pour ça que j'ai intégré ça. La campagne en elle-même, donc moi voilà, j'ai quand même passé plutôt un bon moment. Clairement, j'adore cette espèce de montée en puissance au fur et à mesure qui est très très forte, qui est belle. Les mystères, c'est pareil, que ce soit pour les joueurs ou pour vous, peu à peu, c'est des boîtes qu'on va ouvrir qui vont se révéler sous nos yeux et rendre l'univers encore plus intéressant. Il y a vraiment le côté jeu à mystère est très 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 fort. C'est pas comme par exemple Warhammer. Warhammer, effectivement, il y a une histoire qui est très intéressante. C'est un monde qui a plein d'historiques, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment, vous arrivez, vous ne savez rien, et plus vous avancez, plus il y a des twists sur l'histoire, ou des révélations qui changent un peu le monde. Et une autre grande force, c'est qu'à chaque bouquin, le monde change. Comme dans Orpheus, il y a cette idée que on va avoir des factions politiques qui vont changer du tout au tout. Donc par exemple, on a la sécession des Templiers durant le marteau à sorcière, on va avoir la guerre civile durant le chapitre 5, puis le dernier chapitre, c'est infernal, c'est la fin du monde. Mais ça, c'est toujours en fond, vous n'êtes pas forcément obligé de le jouer, c'est ça qui est drôle, c'est que ça arrive dans le fond, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le jouer de premier abord. C'est-à-dire qu'on peut très bien juste dire aux joueurs, au fait, le haut-père Zébegai a été mis en prison par la reine, et les réformistes vont prendre le contrôle de la curie. Bon, ok, mais peut-être qu'ils ne le verront pas. Mais eux, ça peut avoir un impact sur leurs joueurs, par rapport à leur historique, créer une sorte de drame ou au moins des dilemmes moraux par rapport à qui ils sont, ce qu'ils veulent faire. Ce qui est intéressant, puisque évidemment le final du jeu, à savoir acquérir le trône, le contrôle du trône ou le détruire, aussi peut engendrer, selon les joueurs, ce que vous avez, des contingents et des dilemmes moraux très différents. Ça, c'était vraiment le côté très très cool de la campagne. Après, il y a des choses qui fâchent. Là, c'est des choses qu'on peut tolérer, mais qui sont quand même pas top. La première chose, c'est... je vais commencer à l'inverse, tiens, c'est le final. En fait, le final, il y a un problème. C'est que pendant tout le jeu, on vous a dit, ouais, il y a plein de factions. On vous remplit la tronche de factions sans arrêt dans le jeu. C'est fatigant, même pour les joueurs, pour les MJ, il y a plein de choses à tenir. Et en fait, dans le final... il y a allez, je vais être gentil, sur la douzaine de factions présentes, au maximum du jeu, il y en a peut-être 4 qui vont vraiment avoir une importance, et le reste, de toute façon, soit ils sont morts, soit ils sont exsangues, soit ils n'ont plus aucun intérêt, ou c'est juste de l'opposition, ils sont transformés en monstres, et démerdez-vous avec ça. Et ça, c'est très très naze. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement naze. Quand on a Sarvola, par exemple, les réformistes, qui sont censés être super importants pendant tout le jeu, en fait, ils se font juste dégommer comme des merdes hors champ. Et on s'aperçoit que la seule raison pour laquelle Sarvola est présent, c'est parce que c'est pour donner le champ à Halloween, qui est un MacGuffin, en gros, qui est un gambit qui a été créé par l'esprit de la forêt avec Sarvola pour justement avoir un gamin qui ait le pouvoir de la création et qui puisse potentiellement soit monter sur le trône, soit aider à le détruire. Tout ce genre de... Et c'est pas la seule, c'est pareil, Serment la Souveraine à la fin, ils servent plus à rien, alors que ça a été la menace du Nord pendant 4 épisodes, ils étaient imbutables, indestructibles, ils étaient méga balèzes. Mais en fait, ils se sont défoncés durant le serment. Enfin, techniquement, en fait, ils perdent toute leur force durant le 4e chapitre, et après c'est peanuts. Et bon, de toute façon, en fait, concrètement, on s'en fout, parce qu'à la fin, il reste juste la reine,
avec l'Eureka de son armée, le Esmeralda qui a plein de démons avec elle, donc de toute façon ça se passe à la cool, et potentiellement les joueurs qui vont faire leur faction, leur petite faction avec tous les mecs un peu one shot qui restent, donc les araignées, les mages au bâton, qui sont même pas, enfin, qui sont des factions mais qui sont des micro factions avec 50 mecs quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez naze, personnellement. Enfin, on se dit, pourquoi est-ce qu'on s'est cassé le cul à faire de la caractérisation, etc., si c'est pour, à la fin, se retrouver avec 3 pelos et 2 tondus, et que de toute façon, l'endgame, ça a toujours été les 2 sœurs, et le reste, bon, bah voilà, c'est les PJ quelque part. L'autre truc aussi, c'est un peu le fil scénaristique que j'ai trouvé extrêmement borderline. Il y a toujours la désagréable sensation, au moins sur les 3 premiers chapitres, que quoi qu'il se passe, le player agency, donc la capacité des joueurs à changer l'histoire, est pot de zob, mais ne sert à rien. Mais vraiment, hein, le premier chapitre, donc le courroux du gardien, pour moi, vous pouvez le jouer et il se passera rien. En fait, on s'en fout, vous pouvez ne pas le jouer, et ils vont quand même, les frères Markelly vont ramener la tablette, avec la prophétie Sarkomal. La prophétie Sarkomal, elle tombera chez les prêtres, bon bah super, de toute façon il y a forcément un mec qui va parler, et qui va révéler la prophétie à la reine, et patati et patachmol. L'épisode 2, c'est encore pire. L'épisode 2, en gros, vous avez juste besoin de voir, vous êtes là pour faire la potiche, pour voir que les Templiers vont se séparer, éventuellement voir Garavarax sous Carvosti, mais là, la tablette qui a récupérée, concrètement, elle vous donne même pas les indications de Simbar. C'est une tablette qui vous dit juste, en fait, que potentiellement l'empereur a été enterré sous Lindaros/Indaros, et c'est tout, quoi. Alors, il peut y avoir des trucs, évidemment, vous allez dire, ouais, mais c'est pas juste, parce qu'il y a quand même la reine qui vient jusqu'à Carvosti, il y a les sorcières, il y a les araignées. Alors, les araignées, c'est peut-être le truc aussi. Si vous voulez les faire jouer comme une faction à la fin du jeu, grosso modo, c'est la super quête, comme dans les jeux vidéo, que vous commencez au chapitre 1, et j'espère que vous allez vous la coltiner pendant tout le jeu, parce que sinon, ça servira à rien. En gros, les sorcières, enfin les araignées, ils ont toute une histoire pour essayer de ressusciter en Gataltar, le roi araignée, et si vous faites ça, encore, vous n'avez même pas besoin de Gataltar à mon avis, ça fait que les araignées seront là au final, et qu'elles pourront être soit un allié, soit un ennemi selon ce que vous faites. Et ça, c'est même pas très bien fait, parce que c'est 2 pages les araignées ont très peu de contenu, elles auraient eu besoin, je pense, d'avoir plus d'éléments, parce que c'est très très flou, quoi. On vous dit, peut-être qu'il sera gentil, peut-être qu'il sera méchant, mais démerdez-vous, quoi. Donc bon, bref, super. Et le 3e chapitre, c'est pareil, en fait, en gros, la seule chose que vous devez faire concrètement dans ce chapitre, c'est faire en sorte que l'esprit de l'empereur de Simbar soit cassé, soit délié de son vaisseau funéraire pour que son esprit aille jusqu'à Simbar. Ok ? Et éventuellement, vous trouvez la carte jusqu'à Simbar. Mais, de toute façon, il y a déjà un mec qui a lu la carte de Simbar avant vous et qui va la vendre au plus offrant pour démarrer le 4e chapitre. Et quoi que vous fassiez, le lien entre le navire funéraire qui flotte au-dessus du Underworld et l'esprit de l'empereur sera cassé par Cullen Furiae. Donc bon, voilà, et ça, c'est vraiment les 3 premiers chapitres. Et j'ai trouvé ça, honnêtement, très naze. Très, très, très naze. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulot à refaire pour rendre le tout plus lisse. Alors, j'ai essayé de faire quelques trucs, quelques arcs et tout, mais c'est compliqué. On a vraiment quand même la désagréable impression que les 3 premiers chapitres, en fait, n'ont pas de lien quasiment, en fait, avec Simbar et le trône d'épines, et que concrètement, vous pourriez quasiment commencer au trône d'épines, à Simbar, la mer des ténèbres. Et on pourra même prétexter que en gros, que chaque chapitre joue encore sur le même aspect, puisque quand vous arrivez à Simbar, la capitale, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est l'information comme quoi il y avait de la rosée, une espèce de plante mystique, qu'on ne peut pas sortir sur le trône, et que cette plante mystique est partie vers le sud. Chapitre 5, c'est pareil, c'est une grande quête qui vous amène en Alberator puis à l'Astra, où là, effectivement, vous faut récupérer une graine dans un endroit très très dangereux, une graine de rosaille qui est une plante, mais forcément, dès que vous arrivez sur place, il y a un portail qui s'ouvre et il y a un mec qui récupère une plante. Et tout est comme ça, c'est vraiment... Donc je comprends, c'est aussi pour protéger ses fesses, si jamais les joueurs font pas... Mais on a toujours la désagréable impression que, quoi qu'on fasse, de toute façon, l'histoire va avancer, que quasiment, il faudrait juste jouer le final, quoi. Bon bref, c'est un peu le... Encore une fois, j'insiste un peu sur les points négatifs, c'est pas très grave, parce que vos joueurs le verront pas forcément, et ça pourra rouler, mais il y a quand même l'histoire des factions à la fin, je trouve ça hyper frustrant, parce que les joueurs qui ont pris des notes, ils se disent, en fait, 3/4 des notes que j'ai pris ne servent pas à grand chose, les PNJ, il y en a que quelques-uns qui sont importants,
Et les liens entre les scénars, c'est plus pour le maître du jeu, je pense. Parce que le maître du jeu se dit quand même, c'est pas terrible de se dire que je fais des tours de passe-passe et que si mes joueurs s'aperçoivent qu'en fait, quoi qu'ils fassent, ça changera pas grand-chose. C'est un peu dommage. Enfin, donc les trucs que j'ai vraiment, vraiment pas aimé, et je pense que ça, c'est impardonnable. Pour moi, c'est impardonnable. C'est vraiment les choses de cette campagne où je sais qu'on m'avait dit, quand j'ai demandé un peu l'opinion sur Cassius No, est-ce que ce jeu vaut le coup? Est-ce que cette campagne est bien? On m'avait dit, tu verras, les 2 premiers chapitres, des fois il y a des décisions à la con, des fois le jeu marche pas trop, enfin, et c'est vrai que le premier chapitre, quand vous voyez, c'est uniquement pour introduire toutes les factions. Ce que vous faites, c'est pas très important, on s'en fout en fait que le dieu Eox se fasse décapiter et que éventuellement il y ait une créature dégueulasse qui se transforme en démon, enfin en abomination et qui après, donc minuit, et après elle ira se barrer en simbar. C'est juste, ça vous fera un boss optionnel supplémentaire potentiellement à la fin du jeu. Mais, bon bref, passons. Mais il y a des choses que je trouve intolérables, vraiment. Même au-delà même de la structure des scénarios, au-delà même du player agency, le premier, c'est le système. Alors j'ai dit que le système était très simple pour les joueurs, il l'est. Pour le maître du jeu, c'est un cauchemar. Vous êtes obligé d'avoir... soit vous avez votre laptop qui tourne à côté avec Foundry ou je sais pas quoi, et à ce moment-là, c'est nickel. Hein. Soit vous allez péter un câble. Parce que, en gros, l'idée, je vous ai dit, c'est que les capacités des monstres, des PNJ, sont basées uniquement sur des cartes. Donc des talents. Les talents vont de 1 à 3. Chaque niveau rapporte un niveau de complexité supplémentaire sur les cartes. Alors, pas toutes les cartes, hein, mais il y a beaucoup de cartes quand même où les règles vont changer la manière dont on va jouer le PNJ. Et c'est insupportable, parce que à partir du moment où vous avez des groupes en plus généralement avec différents types de PNJ, parce que si vous avez les mêmes PNJ sur un modèle de pierre, papier, ciseaux, vos joueurs vont les défoncer. Parce que, en gros, chaque profil de joueur va avoir des forces et des faiblesses. Évidemment, le gros costaud, donc Locke par exemple dans mon groupe qui défonce tout, je lui fais un mind control, c'est bon, il jette. Le mec qui tire à l'arc et qui défonce tout le monde à distance en premier, il faut que je lui mette un mec invisible en face, ou quelqu'un justement qui est imbutable. Et tout est fait comme ça en fait. Et c'est insupportable de se dire qu'on en est rendu en 2025 à faire de la création de rencontres aléatoires comme dans un jeu vidéo, parce qu'en fait, avec en plus, donc on commence à se taper la tête contre les murs, parce qu'il faut retenir toutes les statistiques des monstres, les machins, les talents, qu'en plus, vos joueurs très rapidement, sans le vouloir, hein, mais les joueurs peuvent très rapidement faire des persos qui sont imbutables. Et ça, même par hasard, hein, ils font des trucs imbutables. Il y a des sortilèges, ça se flinguer. Je pense à Maltransformation ou Bendwheel, où en gros, c'est la fête à neuneux. Vous pouvez transformer les mecs en moutons, au moins pendant un tour. C'est super mal foutu, c'est pas du tout équilibré. Et le must, c'est quand même le principe des monstres, hein, qui ont tous les mêmes stats. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une stat à plus 8, une stat à plus 5, une stat à plus 3, une stat à 0, une stat à moins 4. Et c'est toujours le même profil, en fait. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un dragon, par exemple, qui est hyper balèze, donc il a 18 en force. Mais par contre, il a 10 en vitesse, quoi, ou en quick, ce qu'il appelle. Donc ce qui fait qu'en fait, les pouvoirs qu'il a, il peut pas les utiliser. Parce que les pouvoirs qu'il fait, en gros, il dit, il lance un souffle de feu, ou je sais pas quoi, un truc, et de toute façon, c'est la rapidité du joueur contre la sienne. Donc en gros, c'est stat du joueur moins le malus qui est donné par la caractéristique. Donc si vous avez 18, c'est moins 8, quoi, grosso modo. Et donc ça fait qu'en fait, quand il fait son souffle, il touche jamais, quoi. Et tout est fait comme ça. Enfin, à chaque fois, il y a l'impression que le mec a fait son profil de monstre, mais qu'il n'a pas vu en fait les règles qui étaient associées au pouvoir. Il se dit, je vais filer un souffle de feu, un machin. Ce qui fait que ça ne marche pas du tout, quoi. Mais c'est vraiment un cauchemar. Et c'est un cauchemar à tel point que l'un des plus gros monstres qu'on affronte, qui est une Throne Beast, donc en gros qui sont les gens qui sont assis sur le trône d'épines sans le pouvoir de leur oseille, se transforme immédiatement en espèce d'immense abomination dégueulasse. Et mes joueurs, j'ai un joueur qui l'a défoncé en 4 tours, parce que le joueur, en gros le monstre quand il tapait, il passait pas l'armure. L'autre en face, il avait un truc qui le rendait à moitié imbutable, il était bodyguard, et quand il touchait, il défonçait tout, quoi. Donc même si le monstre avait 50 points de vie, donc techniquement vous avez 10 points de vie dans le jeu. Mais enfin, si vous êtes normal, le monstre avait 50 points de vie, il régénérait 4 points de vie par tour, ouais, ok. Du coup, l'autre, il tapait comme un goret. À côté, il y avait l'archer, il arrivait direct, et l'archer, il tire 3 flèches en commençant, il a un bonus pour toucher, et en plus, il bypass l'armure. Donc, ce qui fait que quand on tape à plus 10, quand on fait un D10 de dégâts, en général, ça va très très vite, quoi. Donc, c'était... moi, ça m'a dégoûté, et le must, évidemment, c'est que les points d'expérience que vous n'utilisez pas peuvent être utilisés pour lancer des jets.
Donc ce qui fait que quand vous finissez la campagne, que vos joueurs ont acheté toutes les compétences qui les intéressent, donc ils sont un peu overkill dans leur spécialité, ben, ils se disent, bon en fait, je vais pas dépenser 30 pex pour acheter un niveau maître, donc ils gardent 30 pex avec eux, et puis bah, ils les utilisent pour lancer des jets, quoi, ce qui fait que, bon bref, c'est... Ouais non, je suis vraiment pas fan du système, pourtant je suis toujours quelqu'un qui donne une chance au système. Même Warhammer, que je trouvais ultra poussif au niveau des combats, je pouvais quand même faire les combats. C'est-à-dire que si vraiment je préparais ma session, etc., je dis ok, je prépare mes combats, machin, mais je trouvais ça moins relou que... parce qu'en fait, les talents n'avaient qu'un seul niveau. En fait, les talents, ils faisaient un truc, point. Là, dans Symbaroum, il y a 3 niveaux, et à chaque fois, ça change, et c'est vraiment pas marrant. Et pourtant, j'utilisais Simbook, j'utilisais des petits sites qui étaient pas trop mal faits. Mais personnellement, je trouve ça impardonnable. Je ne comprends pas comment on est arrivé à ce système-là. On a vraiment l'impression de revenir à Vampire la Mascarade, où les mecs avaient fait un système qui, sur le papier, était très sympa, très soft, avec, en gros, t'as pas de chiffres, t'as juste tes petits boutons, tu lances tes poules de dés, sans s'apercevoir que quand tu lances, que plus tu lances de dés, plus t'as de chance de faire des échecs critiques, quoi. Donc c'est vraiment de cet acabit-là, quoi. C'est assez rageant. Donc j'espère qu'ils feront une V2, mais c'est pas normal qu'il y ait des mecs sur Internet qui fassent des compendiums et des relectures de règles, et le truc qui fait 40 pages, quoi. Enfin, c'est pas terrible, donc j'espère que les gens qui jouent avec Donjon 5 auront pas ces soucis-là. J'aime pas Donjon, hein, mais là, j'en suis quasiment au point de vous suggérer d'utiliser les règles des dessins, quoi. Mais bon, j'y ai pas touché, j'ai pas vu, hein, donc je sais pas, je me dis peut-être des conneries. L'autre point, parmi les 3 points difficiles, qui est plus simple en fait à comprendre, c'est l'éparpillement des règles, du lore. J'ai fait une vidéo de 2 heures qui essaie de récapituler toute l'histoire du jeu, avant la campagne, pendant la campagne et la fin de la campagne. Tout ce qui est avant la campagne est infernal parce que c'est complètement éparpillé sur plein de bouquins. Les bouquins, des fois, ont des infos qui se contredisent. Et en plus, souvent, c'est pas dans des blocs très simples, c'est vraiment dans des encarts, des nota bene, ça va être des notules, ça va être des citations. Le nombre de citations d'Aroleta, donc là, l'espèce de grande sorcière visionnaire qui sont réparties, qui vous spoilent potentiellement des trucs, en fait, qui sont les seuls endroits où cette information sera révélée par rapport au lore, c'est insupportable. C'était vraiment un calvaire. Hein. Cette vidéo, elle fait 2 heures, et j'ai dû mettre, je sais pas, 10 heures ou 15 heures à la préparer, tellement c'était insupportable de passer dans chacun des bouquins et de retrouver toutes ces infos. C'était vraiment... enfin bref. Je sais que le jeu était sûrement été conçu comme ça, enfin, dans la tête des développeurs, ils se sont dit, bah, c'est super intelligent, on va faire un jeu où tout est éparpillé à droite à gauche. Non, clairement, je ne suis pas du tout de cet avis, et j'ai trouvé ça extrêmement frustrant. Et enfin, le dernier point, et là, c'est encore une fois très spécifique au final, c'est Huron, qui est la méchante de l'histoire, qui me rappelle beaucoup cette platitude, qui est très connue pour les fans de jeux vidéo, qui est ce qu'on appelle le syndrome Nécron. En gros, il y a un jeu qui s'appelle Final Fantasy IX, qui était très très connu, qui est très apprécié, l'un des grands jeux de la saga Final Fantasy, et il y a un méchant dans cette histoire, qui s'appelle Kuja, qui est une sorte de sombre reflet du héros, et patati passage molle, très bien. À la fin du jeu, Kuja est dégommé, et pouf pouf mystère, il y a un autre monstre qui sort du chapeau, qui s'appelle Nécron. Il n'a jamais été introduit, on n'a jamais parlé de lui, et on ne sait pas ce qui... Et en gros, le truc, la seule information qu'on vous dit, c'est c'est l'incarnation du désespoir et du désir de chaque être de mourir ou je sais pas quoi. Ok. Et donc en gros, le syndrome Huron, le syndrome Nécron, c'est l'idée que des fois, on vous sort un boss final dans un jeu vidéo qui sort de nulle part, qu'on n'a jamais vu avant, et puis bah voilà, démerdez-vous quoi. Donc forcément, pour les enjeux narratifs, c'est beaucoup moins intéressant. Et hélas, dans Symbaroum, on est dans ce cas-là. On est dans ce cas-là parce que, en gros, Huron, c'est donc dans la bonne histoire de la mythologie nordique, c'est le World Serpent, donc c'est le serpent monde, l'équivalent de Jörmungandr, donc qui est une espèce de gros lézard qui est là depuis le début de la fin des temps, c'est le gros boros, c'est en gros le cycle de la création et de destruction. En l'occurrence, c'est la Terre-Mère. Donc il a été interprété, Huron est l'un des dieux, donc les dieux chez les barbares, les anciens dieux, sont des animaux qui ont une qualité spirituelle divine, donc pensez à Mononoke, pour aller vite, qui sont vénérés par les barbares, et que les humains, et que les Ambriens, les Albériens et compagnie, ont renommé comme étant des nouveaux dieux sous des aspects anthropomorphiques. Donc Huron devient la Terre-Mère, Lyasra, le dieu solaire, devient Prios, etc., etc., etc. Donc vous avez ce personnage, et l'histoire du jeu, c'est que concrètement, Symbaroum
l'Empire a été détruit à cause de la corruption et l'utilisation abusive du trône d'épines, et que le trône d'épines a corrompu la Terre, et donc le World Serpent, qui était un vrai gros un serpent, quoi, qui était sous terre, qui a été corrompu et transformé en abomination, ce qui techniquement est impossible. Donc en gros, c'est la corruption, c'est un peu comme dans Le Garou de l'Apocalypse, si vous vous rappelez, il y a le ver qui devient fou, bah c'est pareil. Et le pouvoir du trône est la seule chose qui retient Euron. En gros, avant de détruire la rosaille, donc l'espèce d'isolant sur le trône, l'empereur a utilisé la dernière fois le pouvoir du trône pour empêcher Euron de se libérer. Et ensuite, il a brûlé la rosaille, et quand les elfes sont arrivés, notamment le prince Enéano, il a fait « Oh putain, ça craint !» Donc il a rien dit à personne, il dit « Oui, il faut qu'on mette le pacte de fer en place, il faut jamais que la ténèbre sous Simba se réveille, sinon on est tous dans la merde. » Et la fin du jeu, la bonne fin, parce qu'en fait aussi, hein, il y a ce truc que je trouve assez cruel dans le jeu, c'est que on vous donne plein d'éléments, on vous dit, bah, vous pouvez vous allier, enfin pour le final, on vous dit, vous pouvez vous allier à la reine, vous pouvez vous allier à sa demi-sœur, vous pouvez prendre vous-même le contrôle du trône, mais on vous pousse quand même fortement dans la direction de détruire le lien magique du trône. Grosso modo, c'est rendre le trône inutilisable. Et si vous faites ça, vous détruisez le trône, et si vous détruisez le trône, forcément Euron arrive. Et c'est naze, en fait. C'est naze le fait que Euron ne soit pas teasé outre mesure que par des vagues citations d'Aroleta et 2-3 trucs à droite à gauche. Je trouve ça mais nul à chier, quoi. Pour un jeu justement qui se tarde d'avoir tant de mystères. On vous comparait par exemple comment Garavarax est utilisé. Garavarax, qui est au passage le frère d'Euron, bref, passons, est très très bien utilisé. On vous en parle durant pas mal de chapitres. Vous le rencontrez, donc vous savez qu'il dort sous Carvosti, et quand il se réveille, effectivement, c'est catastrophique. Mais vous savez qu'il va se réveiller parce que Carvosti a été abandonné. Et ça, c'est très bien foutu. Ça, j'ai aucun souci avec ça. C'est bien amené, c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Et Euron, c'est pas du tout ce traitement-là. Euron, il y a 2-3 petites citations dans ta gauche, il faut les capter, hein, parce que des fois, c'est dans le manuel du maître ou je sais pas où. Vous êtes en train de consulter votre table d'armes ou vos artefacts, et on dit, ah, au fait, Poufou Mystère, Aroleta a dit il y a très très longtemps, ah, au fait, il y a peut-être Euron qui est corrompu, qui dort sous. Bon, bref, et tout est comme ça, et donc ça vous demande un travail de MJ pour amener ça, parce que putain, pour que mes joueurs comprennent que c'était Euron qui était caché sous Simbar et qu'elle allait se réveiller, que c'était la ténèbre, et ben moi j'ai dû bosser comme un taré, quoi. J'ai dû vraiment, dès le début, répéter sans arrêt les anciens dieux des barbares, essayer de faire le lien entre Euron et la Terre-Mère. Ensuite, quand il y a des réformistes, il y a un château, on commence le 5e volume dans un château de réformistes, d'anciens, des réformistes, mais surtout des gens qui vénèrent le panthéon polythéiste, en fait, donc pas juste Prios. Donc ils sont des hérétiques, et j'ai fait toute une sorte de mise en scène glauquissime pour dire, en gros il y a une fille qui est désespérée, qui s'arrache les yeux, et qui dit « Ah mais la Terre-Mère va revenir. » J'ai fait une sorte de teasing un peu comme ça, où il y a plusieurs mecs complètement fous qui ont dit « Elle revient, elle revient, elle revient, la Terre-Mère, la Terre-Mère, la Terre-Mère », pour que les joueurs disent à la fin « Ah ok, je sais pourquoi Enéano est devenu fou, ça craint du boudin, il y a forcément la ténèbre, ça ne peut être que Euron. » Mais ça, c'est un boulot que vous devez faire, et je trouve ça impardonnable. Pour un jeu justement qui se targue d'avoir de tels enjeux, qui arrive justement à nous monter à un niveau stratosphérique, d'un côté mythologique, apocalyptique, qui est très très bien fait. Moi j'adore, hein. J'en ai parlé encore dans la vidéo précédente sur Davokar Awakens, donc Davokar s'éveille. Je pense encore que c'est très très bien, c'est vraiment un très bon jeu. Le final je le trouve génial, mais ça, je trouve ça impardonnable. Vraiment, et en plus, pour allier l'insulte, pour mettre un peu plus de sel dans la blessure, dans le livre tel qu'on vous le donne, il n'y a que 3 personnes qui sont en capacité de détruire Euron, par une sorte de MacGuffin. Donc il y a Alduin, qui est Poufouk Mystère, le fils de Sarvola, qui apparaît, disparaît comme ça. De toute façon, on le voit 3 fois dans le jeu, et vous pouvez le voir uniquement en tant que rencontre aléatoire quand vous baladez à l'autre bout du monde. Donc vas-y faire comprendre à tes joueurs que Alduin, c'est l'incarnation, encore une fois, de la nature, et que c'est lui le gambit des esprits de la forêt pour empêcher Euron de tout détruire. Ça c'est naze, ou alors c'est Aloena. Alors bon, ok, Aloena, tu te dis, ok, c'est une elfe d'éternité, mais face à ça, t'as un serpent qui fait des centaines de mètres de haut, qui est un dieu. Alors, comprendre que c'est elle qui peut l'endormir, il faut vraiment faire le lien avec Garavarax, dire même, tu sais, Garavarax c'est son frère, donc elles sont peut-être la même configuration, et peut-être que le pouvoir unique d'elfe d'éternité d'Aloena peut marcher sur Euron, ça faut le deviner. Et le troisième, c'est l'esprit de Simbar, qu'on vous annonce quand même à chaque fois pour vous dire qu'il nettoie au Karcher centimètre par centimètre sa cité, et d'un coup de chapeau de la baguette magique, il peut invoquer tous les esprits, tous les fantômes de Simbar et karchériser Euron. Alors c'est un peu... Ouais, non, j'ai pas été... Alors ça se vend bien, ça, en vrai, si vous êtes un peu roublard, moi j'ai réussi à le vendre à mes PNJ, mes PJ très très plutôt pas mal, j'étais assez content de moi.
J'en parle un petit peu plus dans la vidéo sur Dabokar Awaken, mais là le but c'est vraiment de vous donner une vision d'ensemble. Donc encore une fois, est-ce que si Symbaroum était à rejouer, est-ce que je le ferais? Je pense. Je le ferais peut-être avec le système donjon, et ça me fait du mal de le dire, hein. Je suis vraiment pas un fan de donjon, c'est vraiment pas ma cam. Mais je pense que ouais, il y a vraiment, ça reste quand même une très belle campagne, qui est une proposition très très forte. Par contre, pour moi, c'est impossible de rejouer à 6. J'ai vendu tous mes bouquins parce que, bah, un, je veux que ça aille à quelqu'un d'autre. Et j'ai pas. En fait, je me vois pas rejouer dans le jeu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as joué la campagne du Trône d'Épines, c'est pas comme Warhammer. Warhammer, j'aurais aucun problème à en faire une campagne s'ils en sortent une autre et tout, ce sera avec grand plaisir. Mais Simbar, j'ai plus la force parce qu'en fait, la campagne va changer tellement de choses, va amener à la fin de cette région-là, que moi, personnellement, bah, j'ai plus la force vraiment d'y aller. De revenir en fait dans ce monde-là qui quelque part en fait le livre est clos quoi. J'ai fermé le livre, j'ai dit mon histoire, j'ai fait jouer les scènes que je voulais. Voilà, les joueurs se sont amusés et puis voilà, c'est quand même mine de rien c'est 1 an et demi de ma vie. C'est pas non plus innocent quand on fait du jeu de rôle. C'est quand même bah, c'est quand même un gros boulot pour vous, pour moi, enfin pour moi dans le sens bah, à côté j'ai d'autres trucs à faire. Et puis c'est de la préparation, c'est du boulot, il y a la complexité de rassembler les joueurs, des fois il y a des joueurs qui partent, des fois il y a des soucis bah voilà, humains simplement qui fait que la vie empêche de faire ce qu'on veut vraiment, donc c'est vraiment un combat de longue haleine, hein. Pour faire des campagnes comme ça, il faut le vouloir, hein. C'est pas... enfin, je sais pas, en fait, et puis j'ai même pas la sensation, enfin je dis n'importe quoi, mais il y a des campagnes qu'on peut couper en morceaux. Et c'est là, je pense pas, parce que si vous la coupez, le problème, c'est que, un, vos joueurs, ils vont tout oublier, ça c'est assuré, et surtout, c'est une campagne incrémentale, donc c'est-à-dire que plus on avance, plus c'est intéressant. Parce que clairement, le début, putain, c'est un peu poussif hein, quand même. Mais sur la fin, ça devient vraiment très très intéressant, et je trouve qu'une fois arrivé, quand on se lance à la poursuite de Simbar, qu'on arrive à Simbar, qu'on voit ce qui s'est passé, puis après, on doit aller chercher la reine en Albérétor, en Liastra, c'est vraiment cool, quoi. Il y a vraiment un truc qui monte, qui monte, qui monte, que moi j'ai trouvé fantastique, et qui m'a motivé, toujours en tant que maître du jeu, à continuer, continuer, continuer. Mais c'est pas toujours facile, on va dire. Donc, avant de conclure 2 choses, bah, s'il fallait que je retienne peut-être... Alors, c'est un peu difficile, mais la chose que j'ai, en termes de purement narratif, dans l'histoire, moi, ce que j'ai préféré, c'est 2 choses. Je trouve que la partie en Albérétor est très très bien. C'est-à-dire que quand on vous dit tout le jeu, on vous répète, ouais, machin, Albérétor, c'est horrible, c'est dévasté, faut pas y aller. Tout le monde a fui Albérétor pour l'instant en Ambria, et qu'on vous dit, bah en fait, il faut y retourner. Et c'est un côté très Mordor, extrêmement déprimant, extrêmement dur, mais complètement différent de la forêt d'Avocat, qui a une ténèbre palpable. Là, c'est que des grands déserts, avec des morts vivants partout. On est quasiment sur un mode de survie qui est complètement différent, parce que le but c'est de trouver de l'eau, c'est pas tellement trouver des endroits sûrs, quoi, parce c'est très très fort. Moi j'ai trouvé ça extrêmement fort et très très bien pensé de retourner comme ça l'échiquier pour dire, bah non, on va pas aller au nord, on va aller au sud. Et toutes les règles de survie que vous avez eues sur la forêt, ça ne sert plus à rien, parce que les règles ont changé. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et le final est magnifique, j'ai trouvé quand vous arrivez sur cette espèce sur l'arboretum de, je sais plus comment elle s'appelle, la chaîne dactonique, qui est une petite île complètement congelée dans la glace afin que la rosae perdure dans l'arboretum, tout est congelé et vous retrouvez les 2 sœurs face à face, chacune avec des alliés, potentiellement Kaltar ou la personne qui les remplace, qui est enchaînée à un rocher parce qu'il a détruit sciemment le navire qui les a amenés afin que la reine puisse pas repartir pour ses rêves de conquête. J'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, mes joueurs ont beaucoup réfléchi une fois arrivés dans cette île, celui magique. Et l'autre aspect que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est le début du chapitre 6 en fait, où il y a une sorte... ça me fait beaucoup penser à... Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Nier, qui a une introduction quand même ça, une sorte de prologue, où en gros on suit un père et sa fille durant l'été dans un Tokyo dévasté, futuristique. Il se met à neiger et ils sont attaqués par des hordes de monstres. Et la musique est incroyable, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est assez démentiel et c'est vraiment une lutte désespérée contre laquelle on ne peut pas gagner jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et j'ai eu cette sensation-là. C'est-à-dire qu'on commence, en fait, il y a un siège de la capitale de l'Ambrie, avec des troncs qui sont mis en travers de la Doudram, donc qui est la grande rivière qui enrobe la capitale, donc Indaros. Et le but, c'est de nuit de protéger les derniers survivants qui arrivent
les réfugiés parce qu'en fait la forêt est dévastée, on peut plus y aller. La ténèbre s'est réveillée, toutes les personnes qui vivent dans les plaines se font buter les uns après les autres. Il y a toutes les cités ont disparu, ont été englouties par les ténèbres, à l'exception de Fort Chardon qui ne répond plus. Et en fait, vous êtes de nuit, en train de vous battre sur des rondins de bois, avec les PNJ, justement, que vous avez suivis depuis le début de la campagne. Ça peut être Elmendra, ça peut être les mafieux de la ville d'Indaros, ça peut être les frères Markele, s'ils ont survécu. Tous les gens, en fait, oublient leur bisbille, parce que c'est la fin du monde, en fait. Et ils n'ont pas le choix que de protéger ce qui peut encore l'être, parce que, pour tout ce qu'ils savent, dans la région d'Ambry et d'Avocar, ils sont les seuls survivants. Et les monstres, les hordes de monstres qui vous attaquent sont des mecs qui ont été déformés par la corruption, que potentiellement vous pouvez reconnaître comme étant des membres du... Ça peut être des membres du serment de la souveraine corrompue, ça peut être... Moi j'avais mis des réformistes, j'avais mis Sarvola en fait, qui était muté, une espèce de monstre façon Vods de vampire, enfin une sorte de créature légion, quoi. Et plus ça avance, plus la situation est désespérée. Enfin, j'ai vraiment adoré ce passage, je trouvais que c'était tellement différent en plus de tout le jeu, où on joue essentiellement des escouades, des petits gars qui vont à droite à gauche, et là on a vraiment une sorte de bataille rangée, où les joueurs sont les derniers remparts en fait, de l'humanité avec les autres PNJ, et deviennent, qu'ils le veuillent ou non, des héros, parce qu'en fait, concrètement, c'est les seuls mecs extraordinaires qui restent dans le monde, et qui sont capables en fait, de tenir la marée contre les hordes qui se sont réveillées, et en fait Davocar s'est déjà éveillé, donc on peut pas lutter, il y a plus de... On peut plus se planquer, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Vraiment, dans ma tête, je trouvais ça génial. J'ai beaucoup aimé le jouer, et ça fait en plus un côté très jeu vidéesque pour les joueurs, parce qu'en fait, ils se retrouvent sur des rondins de bois, et il y a des vagues qui arrivent sans arrêt, et c'est comment on va s'en sortir, parce que ça n'arrête pas, quoi. Et à la fin, il y a un tsunami qui arrive, enfin bref, je passe les détails, mais c'est super chouette. Et oui, non, c'est essentiellement ça. Je réfléchis si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai fait plutôt le tour. Je vais vous laisser, je vais passer en bout sur la fin de la vidéo une discussion que j'ai eue avec mes joueurs. En fait, j'ai voulu faire un tout petit débrief que je vais passer en audio pour justement leur laisser la parole, parce que je trouve que c'est assez intéressant, parce que moi je suis maître du jeu, donc c'est un peu différent, mais pour donner la parole en fait des joueurs qui ont forcément un feedback un peu plus différent que moi. Ok, donc c'est juste un petit truc pour ma chaîne YouTube. Je voulais savoir, en gros, alors, qu'est-ce qui vous a plu dans la campagne, en gros, à la fois dans l'univers Symbaroum et voilà, dans le jeu, dans l'histoire. Ce grand moment de silence. Non mais voilà, blague à part, est-ce que par rapport, enfin je sais pas, je pense à la campagne impériale ou au Masque, Nyarlathotep, tu vois, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, quoi, c'est simplement. J'ai bien aimé le côté, le fait que la magie soit vraiment quelque chose d'hyper dangereux et qu'il faut vraiment faire attention à ne pas l'utiliser. Ouais, et enfin, ne pas l'utiliser à mauvais escient, et vraiment être très économe. Mais du coup, comme je jouais un personnage qui était que magicien, c'était un petit peu à double tranchant, parce que j'avais un peu l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose des fois. Mais en fait, en l'utilisant, enfin le truc c'est que justement, si je l'avais pas utilisé avec parcimonie, ça aurait été trop facile entre guillemets. Bon, c'est pas que ça a été facile non plus, mais après. La limitation fait que c'est intéressant, et de garder. Ça permet de garder un niveau de puissance assez intéressant. Mais par contre, c'était un peu frustrant sur la fin, parce que bien sûr. Par rapport aux autres, je voyais bien que je faisais pas grand chose, mais. En fait, ce qui m'a semblé, c'est qu'il y avait vraiment... soit tu te spécialisais sur le combat, et à ce moment-là, c'est genre, tu prends les trucs pour passer l'armure, tu fais 3 flèches, machin, etc. Soit tu fais de la magie, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu fais du combat, la magie, au final, tu fais pas grand-chose, quoi. C'est vraiment... mais tu peux pas faire les deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vraiment... Ouais, je sais, Soit tu fais des decks sur la magie, soit tu fais vraiment des trucs où tu dis, je fais 3 attacks par round, des machins... Mais... je sais pas, toi David, t'as... Puis même la magie offensive, elle est pas... Enfin, elle a tellement de côtés désagréables et dégueulasses que je l'utilisais pas en fait, quoi. Parce que j'avais les possibilités d'utiliser la sorcellerie, j'avais des magies, des trucs, mais j'avais pas envie de faire pousser des larves dans les ennemis, quoi. Enfin, c'est des trucs. C'est pas le délire. On avait tous notre rôle techniquement, parce que moi, sorti de mes flèches et de vous guider dans les bois, il y a plein de moments où je me retrouvais à pas pouvoir faire grand chose. C'est surtout qu'on a été très mauvais sur l'aspect persuasif
Et social, On était des quiches. on est resté. Il y a des fois, on est resté un peu coincé parce qu'on n'avançait pas. Sur le social et les connaissances, ouais, on était clairement à la ramasse. Non, mais c'est pas parce qu'on est nul en social et en connaissance qu'on peut pas sauver le monde. Oui, mais des fois on a eu du mal à contourner cette limite. Ouais, c'est vrai. Bon, on a dû faire des... Bon, on a quand même trouvé des moyens de contourner cette limite. Oui. Mais c'est vrai que c'était pas forcément super évident de ce côté-là. Et au niveau du... comment dire, le fait que ce soit un jeu un jeu à secret, machin, ou tu sais, par exemple, tu sais pas ce que sont les elfes, tu sais pas ce que sont les changelins, tu sais pas ce que, par Huron, tout ça, machin, ça n'a pas été trop un handicap pour vous? C'est pas un frein en fait à l'histoire, mais parce que ça vient naturellement et ça ne bloque pas dans le déroulé, je trouve. Il y a un moment où on réalise ah oui, tiens, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Mais... Ensuite, j'avais quand même un peu le sentiment que les révélations impactaient beaucoup plus les Andriens que les races anciennes. C'est-à-dire que en jouant en ogre, les révélations et les trucs, ça peut tout à fait passer au-dessus du personnage. Voilà. Non, ouais, bien sûr. Ensuite, c'est sûr que pour un Ambrien, connaître les secrets de l'histoire de l'Ambrie et ce genre de choses, ça a beaucoup plus d'impact pour retourner le cerveau du personnage ou du joueur. Ouais, non, c'est sûr. C'était Après, ouais, non. Enfin, le côté secret, ça permet aussi d'avoir des énigmes à dépioter et puis d'essayer de comprendre d'où viennent les choses et comment le monde s'est créé, quoi. Et ça donne un côté intéressant parce qu'on sort du côté des codes de Donjons et Dragons, de Warhammer, etc. où il n'y a pas toutes les créatures qu'on connaît du gobelin au dragon rouge. Là, c'est vraiment des trucs, un bestiaire qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend aussi à maîtriser. Et on sait pourquoi c'est dangereux, parce que en fait on sait pas, on sait que c'est dangereux quand on sait pas comment réagir. Non, c'est clair. Et puis il y a un côté un petit peu, on se fait vraiment submerger par moments par l'adversité. Il faut vraiment trouver un moyen de s'en sortir. Et on sent que le jeu est fait pour qu'on, justement pour qu'on l'affronte pas de face, mais qu'on essaie de contourner, de trouver des moyens de réduire la menace ou justement de l'esquiver. Et le système de combat est tellement mortel que le combat justement en lui-même n'est jamais une fin, quoi. Mais c'est marrant. T'es pas poussé au combat, quoi. Est-ce que vous avez trouvé, parce que moi en tant que maître du jeu, j'ai trouvé justement que le combat était, comment dire, c'est très simple quoi, d'un côté, parce qu'il y a un moment où c'est tellement puissant. Tu sais, quand tu peux bypasser l'armure, quand tu peux te régénérer, quand tu peux machin. Moi j'ai l'impression justement que les gros trucs étaient genre les engences du rond, les machins, les bidule, vous les défoncez. Ouais, mais ça a été long. Mais toute la première partie, les combats, je faisais rien. Mais là tu vois, moi j'utilisais mon sort de lancer de flèche au maximum. Ouais. Je faisais rien contre les monstres finaux. Ce qui était problématique en fait, c'est qu'il y a effectivement moyen de faire des combos entre les différentes capacités. C'est ça, le problème c'est qu'on s'y perd très rapidement, y compris jusqu'à la fin de la campagne et sur le dernier combat. Moi j'étais encore à essayer d'additionner ça, de faire ça. Et quand j'ai dû prendre la fiche de la Blade Beast pour voir ses capacités, il a fallu que j'aille fouiller dans le deck de cartes, que je vois les trucs. Alors si je dois porter une attaque, il faut que j'additionne ça et ça, sous un score de... Et ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent, ça devient très vite technique. Et au moment où on est censé avoir appris tout ça, on arrive à la fin de la campagne. Quoi. Oui, non, c'est sûr. Et qu'est-ce qui vous a... je sais pas, moi, Simon, tu veux rajouter un truc ou... Vas-y, pose ta question. Mais... Non, moi, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a, justement, on a parlé des points positifs, mais qu'est-ce qui vous a moins plu, en fait, dans l'histoire ou la campagne Parce que, ça fait quand même quasiment 2 ans qu'on joue. Je compare au Masque, où on a fait ça en 4 mois, je compare à la campagne impériale, où ça a été 1 an et demi. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont justement plutôt frustré, ou vous vous êtes dit, putain... par rapport à ce que j'ai joué avant, ou machin, c'était moins bien... C'est pas par rapport à moi, tu vois, forcément, mais par rapport à la structure de la campagne, du jeu. Alors moi, j'ai trouvé que...
je vais répondre aussi à la question d'avant, mais moi j'ai beaucoup aimé le côté mystérieux et le fait de découvrir petit à petit que en fait, ce qu'on nous racontait sur ceci, sur cela, c'était pas forcément ça, qu'on trouvait des royaumes oubliés, des ordres oubliés, et qu'en fait on remonte toute une chaîne de causalité et de dieux, de peuples anciens, et on va dans des endroits que personne ne connaît. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus agréable, avec cette forêt qui recèle mille mystères et mille créatures. Et puis même quand et par contre, attends, je finis juste sur l'aspect négatif. L'aspect négatif, c'est que pour moi, c'est que par moments, ça fait beaucoup d'infos et c'est pas toujours évident de se rappeler que l'ordre du Dactonique, en fait, c'est un tel qui l'a mené, et puis un tel qui est parti, en fait, c'est une faction séditieuse de tel ordre qui s'est en allé, machin. C'est pas toujours évident de tout recadrer. Et ce que je rajouterais, c'est que comme on passe moins de temps, par exemple, que dans la campagne impériale avec certains personnages, ou qu'il y a pas de, c'est assez rare qu'on reste dans une ville pendant longtemps avec les mêmes personnages qu'on voit souvent, on crée moins d'affinité, on va dire, avec certains PNJ, et ça fait qu'à la fin, par exemple, quand il y a tout cet imbroglio entre la sœur, enfin la demi-sœur et la reine, pour nous, au final, au niveau émotionnel, on n'est pas tant, je trouve, impliqué là-dedans. C'est surtout que voilà. Pour l'une ou pour l'autre, on avait, soit par l'histoire de nos personnages, ou soit parce qu'on a vécu avec ces personnages quand on les a rencontrés, on avait forcément des griefs, donc d'un côté, c'est triste, mais d'un autre, tant pis. En fait, on est très seul, en fait. Notre groupe de joueurs, on est 4, et au final, certes, on a des factions avec lesquelles on s'entend bien, et à la fin qui nous aident, etc. Mais au final, on est très tous les 4, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop de moments où on se dit il y a une équipe B, où on a des renforts, où tiens, eux, ils sont solides, ils seront avec nous jusqu'au bout. C'est vraiment. Mais c'est agréable aussi, parce que ça participe du côté tout seul dans cette forêt et des menaces de partout. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de factions, il y a beaucoup de points historiques, etc. Et comme c'est parfois des personnages ou des factions, comme c'est pas en continu, on les voit plus, on les voit plus, donc on s'y attache pas. Des fois, on les oublie. Et. Moi, il y a des fois où j'étais un peu perdu. Déjà, il y a des fois les noms sont similaires. Je trouve que ça clarifie pas forcément. Des fois, on s'est mélangé les pinceaux. Et donc, et pour chaque faction, chaque personnage, il y avait pas, c'était pas soit noir, soit blanc. C'était toujours gris. Donc, on était toujours mesuré. Donc, forcément, ça n'encourageait pas à avoir un allié sûr vers lequel on allait forcément se tourner. Il y avait toujours quelque chose qui nous plaisait pas. Donc forcément ça aidait pas. Ouais, mais justement ça faisait que c'était beaucoup plus humain aussi que des histoires d'alignement qu'on pourrait avoir dans d'autres jeux. Oui, c'est sûr. Donc au niveau des relations humaines, c'est normal. Enfin, tu prends les gens avec leurs défauts et leurs qualités. Donc, mais oui, après il y a eu quand même pas mal de rebondissements et de moments où on s'est fait un petit peu poignarder dans le dos, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, ça fait des rebondissements, c'est intéressant. Mais après, ce que je trouve chouette, c'est par rapport à comment ça commence et comment ça finit, mais je m'attendais pas à ce qu'on... Enfin, il y a un côté un peu JRPG, on commence comme des petits cons dans une ville, machin, et puis on va tuer Dieu à la fin, quoi. Donc c'est vraiment ça. Mais mais j'aime bien ce côté-là, quoi. Je trouve que même si c'était épique, mais sans avoir le côté grand guignol, en fait, de l'épicité, non, je sais pas comment dire, de l'épicness, mais c'était... Il y avait vraiment un côté profondément humain en fait au jeu, et que je trouve ça intéressant. Et par moment en plus ça tord le bide, hein, les décisions qu'on doit prendre, elles sont... c'est un aspect qui est à la fois génial parce qu'il nous force à des décisions dures et compliquées, et à la fois c'est terrible parce qu'on se dit putain si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, et comment mes camarades vont réagir, quoi. Ouais, puis on peut pas revenir en arrière, quoi. Donc une décision prise, c'est pris. Et le côté justement, parce que c'est pas les règles du bouquin, mais le côté voyage avec les cartes, tout ça a été, tu sais, genre... c'est rigolo ça. Après c'est vrai que ça te mettait de la pression. Mais... Initialement le système de voyage était basé sur des cases alvéolées, non ? Ouais, c'est ça, j'avais pas la forme. Ouais, mais du coup ça passait beaucoup mieux avec les cartes plutôt que d'avoir un plateau où on compte les cases. Ouais, c'est ça aussi, quoi. En fait j'ai vu là sur les cartes d'Aberrator les cases alvéolées avec les différentes couleurs, donc les différentes vitesses de voyage, les différentes vitesses d'aléas aussi, et ça doit être ingérable si on se tient aux règles. Enfin, ça doit être
ça doit être inutilement complexe pour le MJ en fait de gérer. Bah ouais, je pense. Après, moi, ce qui m'a fait chier, c'est que c'est que David est tout fait quoi. C'est en fait, ça a en partie orienté mon personnage parce que j'ai pris plein de boons, vraiment j'en avais plein, mais c'était parce que je savais que c'était moi qui ferais le guide et que si j'avais pas les boons, on n'arriverait jamais à destination. Ouais, c'est vrai que du coup, sur les compétences obligatoires pour faire progresser les enquêtes, etc., c'est vrai que moi je me suis retrouvé avec des compétences d'érudition alors que j'avais tout remis en force. Donc, c'est marrant. Et si vous deviez. C'est-à-dire que toi tu voulais faire des jets de bibliothèque, mais littéralement. Oui, moi c'était directement des bouquins. Mais si vous devez garder qu'un seul. Enfin, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué de ta campagne, en positif ou en négatif parce que je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 12 ans qu'on joue quasiment. Est-ce qu'il y a un truc qui vous revient vraiment en tête? Tu vois, c'est l'idée quoi. En négatif, après c'est par rapport aux événements, c'est d'avoir abandonné tout le monde à Fort Charbon en fait. Ouais, ça c'est juste. Mais bon, mais ça, c'est un peu un truc d'enculé parce que, en gros, à la fin, le dernier chapitre est vraiment sombre dans le sens où c'est la fin du monde, tout se passe mal. Et c'est vrai que t'arrives à Fort Charbon, ils disent en fait, ils ont ouvert un coffre et tout le monde est corrompu quoi. Tu te démerdes et il reste 6 mecs sur un phare. Mais ouais, non, je comprends, c'est un peu. Ouais, c'est là que tu sais qu'il n'y a pas de bonne décision à prendre. Et que, voilà. C'est un peu... Et sinon, en bon point, j'ai trouvé justement que tout teasait sur Landfall. Et puis que finalement on y arrive et tout. Il y a quand même une finalité qui était chouette. Et c'était. Je trouve que même les décisions collégiales qu'on a prises, c'est un bon souvenir aussi, quoi. Ouais, c'était le. Voilà. Alors moi, en positif, c'est à chaque fois les découvertes des différents lieux, c'est-à-dire que ce soit Ambalseba, Landfall, même le Young World en fait, avec leur description et le côté autre en fait, et on arrive dans un monde à chaque fois, même Liastra, Alberetor et ses tempêtes, etc. C'est toujours. À chaque fois on est là, waouh, on est où, comment on va se dépêtrer de ça? Parce qu'à chaque fois il y a des choses à faire et des choses qu'on apprend qui font qu'on met tout en question et qu'à chaque fois ça va être de l'exploration et des dangers différents. Ça à chaque fois c'était vraiment génial. Et au niveau négatif, je dirais que là on vient de finir, donc peut-être que c'est parce que aussi j'en ai dans le jus, mais personnellement j'aurais aimé jouer un épilogue un peu plus long où nos personnages ont un peu plus d'agency sur ce qu'ils auraient décidé de faire post-défaite de Huron et pas forcément jouer comme ça comme un jeu de rôle, mais comme un jeu, comme un truc à tiroir ou un truc d'un livre dont vous êtes le héros. Là maintenant, la style de votre personnage, en quelques lignes, quelques choix, dire quand le personnage qu'est-ce qu'il fait derrière. Moi je trouve que c'est souvent le cas, et du coup là ça m'a pas dérangé que ce soit pas le cas. Je trouve que souvent à la fin, soit t'as une destinée épique, déjà qu'on finit comme des légendes, etc. Là je trouve pas ça dérangeant qu'on ne soit pas du tout impliqué dans la destinée de nos personnages. On l'a construite avant, ensuite ça se termine tout seul, mais on n'est pas de choix à faire là-dessus. C'est pas nécessairement. Pour ceux qui ont un truc à faire après, quoi, tu vois. C'est pas parce que bon, fallait pas mourir à la fin. Oui, c'est pas nécessairement devenir une légende, mais juste. En fait, tu vois, par exemple, on découvre l'arche magique, on découvre Ambalseba et quand même qu'avait une magie très différente. Et en fait, je pense que disons que ça aurait pu être aussi l'occasion d'orienter un petit peu le monde d'après. De réinventer les paradigmes du monde d'après. En fait, c'est ça, et de ne pas s'engager sur la voie de la corruption et de la magie, et en fait de prendre des voies plus neutres et plus propres, en plus, avec les elfes en plus, qui sont encore là, avec les araignées, créer un monde un petit peu plus juste et plus sain, quoi. Surtout qu'en plus les êtres humains ils sont les derniers arrivés, donc c'est à eux de faire preuve qu'ils s'amendent en fait. Ouais, moi la fin telle qu'elle nous a été donnée là me plaît bien. J'aime savoir qu'il y a un monde d'après qui s'est reconstruit, parce que c'est la façon dont je voyais mon personnage simplement, c'est que quand on connaît les tenants, les aboutissants des ogres, voilà. T'es sorti t'es sorti de nulle part, tu es devenu quelque chose entre deux mondes, et puis quelle est la finalité, quoi, comment développer un ego par-dessus ça, c'est des questions qui peuvent être compliquées pour le joueur aussi.
Non, moi j'ai bien aimé le côté en fait toujours plus profond dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on commence on commence par nous dire, voilà, votre objectif il est dans un coin qui craint, donc montez une expédition pour y aller. On revient de l'endroit qui craint, on nous dit l'objectif suivant, ça craint encore plus, aller plus profondément. Et en fait on s'enfonce toujours plus dans les ténèbres pour arriver vraiment au cœur de ce qu'il y a de pire. Et qu'on puisse en sortir victorieux, c'est quand même assez gratifiant, quoi. Oui, mais il y avait toujours un espoir, il y avait toujours une lumière au fond des ténèbres, il y avait toujours quelque chose qui pouvait nous... On s'est jamais laissé submerger, on aurait pu, hein, mais on s'est jamais laissé vraiment submerger par l'adversité. Mais après, c'est parce que le groupe fonctionne bien aussi, je pense. Donc, il y a tellement de moments où ça aurait pu vachement plus mal tourner. Il y a des jets de dés providentiels au bon moment, il y a des trucs qui se sont bien passés aussi et qui auraient pu vraiment... Et même ce qui s'est mal passé, on a réussi à trouver des choses derrière aussi pour remonter la pente. Donc, mais ça rajoute des péripéties. Donc, Ouais, parce que moi, ce que je trouve marrant, c'est que je compare au masque à la campagne impériale, tu vois, où en gros, les masques, bon, c'est t'as une menace, machin, Indiana Jones, tout, machin, t'arrêtes la fusée, et puis c'est fini, quoi. Grosso modo, ceux qui ont survécu, c'est un peu comme dans JoJo's, partie 3, où à la fin, ils sont dans l'aéroport, et ils disent, au revoir, ça, machin. Mais c'est vraiment ça, tu vois, sur le bateau, et tu pars. Et la campagne impériale, ça va, c'est cool, tu vois, grosso modo, tout le monde a survécu. Mais là, c'est genre, c'est la fin du monde, quoi. Donc maintenant, tu changes un peu l'aspect. T'as été jusqu'au fond des ténèbres pour puiser dans ce qu'elle n'est pas avec Huron, tout ça. Puis maintenant, il y a un nouveau monde. Et ça, j'ai trouvé ça assez, très différent, tu vois. Mais je sais pas si c'est un délire, tu vois, norvégien, ou parce que c'est des mecs. Moi, ça m'a fait penser à Stalker, en fait. Ok. Le côté, en fait, je voyais la forêt comme la zone. Ouais, avec vraiment le monolithe de la centrale de Tchernobyl qui était Symbaroum, quoi, avec des gens qui seraient sortis et des mecs qui vivent dans le coin et qui essayent de récupérer des trucs de la forêt pour essayer de vivre mieux, quoi. Bien sûr, ouais. Et il y avait vraiment ce côté il y avait vraiment un côté radioactif de l'endroit et avec un truc à pas ça m'a fait penser à ça. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à Mononoke. Enfin, je sais que je vous avais pitché le truc en disant c'est un mélange entre Trône de Fer et Mononoke. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois, en gros, où t'as les esprits de la forêt qui sont comme ils sont. Et puis t'as la technologie, c'est quoi, c'est Dame Ebisu. Eboshi. Eboshi, ouais, il y a un peu ça, où en gros, la reine, c'est Eboshi, quoi. C'est la fille qui veut faire prospérer son royaume. Mais elle n'a pas le choix, quoi. Il faut qu'elle roule sur tout le monde pour y arriver. Et après c'est très nordique, quoi. Parce que en fait concrètement la fin c'est le Ragnarok, quoi. C'est tout se finit et puis qu'il y aura une nouvelle vie qui commencera après, quoi. Non, c'est cool, c'est un peu. Ouais, après ils ont les influences aussi qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Warhammer, tout, les trucs anglais et puis les trucs européens, plus occidentaux, quoi. Là ça fait plaisir aussi d'avoir un autre goût de la fantaisie. C'est intéressant. Il y avait, on retrouve des choses du Nord, c'est ça, un petit peu de la mythologie nordique. Et au niveau du système, ça allait, vous avez pas trop galéré, avec les stats, les machins, les cartes. Non. Ouais. Non, c'est bien, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est au niveau des contradictions dans les règles que c'est compliqué. Quand le bouquin dit un truc, que les cartes disent autre chose, faut faire la part des choses entre les deux. Et puis ensuite, c'est les combos de cartes, en fait, tout simplement, les combos de compétences qui font que tu commences avec une arme qui fait un D6, sauf que tu te spécialises, tu as le droit à un deuxième D6, ou alors, dans telle circonstance, tu auras un D4 de dégâts, même si tu loupes ton attaque, ou alors... tout mis bout à bout, ça fait des plus, des moins, des trucs... sous telle circonstance, il se passe ceci, sous telle circonstance, il se passe cela, mais en fait, tu peux relancer ci, mais tu peux relancer ça. Et à la fin, on s'y perd, quoi. Ça, c'est vraiment le truc, moi, qui m'a gêné, c'est qu'à la fin, la feuille de perso, elle est plus du tout claire. Et t'as vraiment intérêt de te faire un bréviaire à côté de toutes les règles que tu dois appliquer.
Mais ça fait aussi qu'on s'amuse. Moi, je trouve qu'on s'amuse vite. C'est-à-dire que le personnage, il est vite agréable à jouer dans le sens où vite il fait des trucs sympas. Alors que là, à Warhammer, par exemple, il faut attendre un peu avant de commencer à s'amuser, on va dire. Pas à s'amuser dans le sens à rigoler, mais à se dire, tiens, là j'ai ma petite niche, je suis aussi rigolo. On va avoir un éventail d'actions possible. Voilà. Alors que là, dans Symbaroum, vu qu'on peut très vite acheter une compétence au niveau master en allant à fond dedans, bah, très vite on va être fort dans un truc, ça va être très vite amusant, ça va être un petit peu notre joker à chaque fois. Et petit à petit, on a genre 5 ou 6 actions possibles. Et il faut se débrouiller avec ça, mais elles sont assez fortes pour quand même avoir l'impression d'être utile et impactant, quoi. Ça c'est vraiment chouette. Et le fait que le MJ ne tire pas de dés, c'est assez. Moi je trouve ça plutôt fluide aussi. Ouais, non, c'était. Moi, le gros problème pour moi, c'est que vous avez 4 cartes pour aller vite. Moi j'en ai 50 000, quoi, parce que à chaque fois que je change de monstre, j'ai pas les mêmes cartes, j'ai pas les mêmes stats, et si j'oublie un talent, un machin, bah le mec il est. Enfin, toi par exemple, les vers de terre, enfin les engences du rond, grosso modo, si t'as pas. Enfin, ils font mal, ok, mais ils ont aussi un tunnelier, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils attaquent, ils te mangent, ils repassent sous terre, pour comme ça tu peux pas les taper, mais si tu oublies cette carte-là, bah, ils ont aucun intérêt, parce qu'en gros ils sont tout le temps dehors et ils se font défoncer. Ouais. Tu vois, tout est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps réapprendre, enfin, c'est une gymnastique qui est terrible, et moi à la fin, le système, il ne sortait pas les trous de nez, parce que bah, c'est pas marrant, quoi. Tu vois, et puis c'est pas fluide, quoi. Ouais, par rapport à Warhammer, enfin, pourtant Warhammer il était assez... un peu crunchy, tu vois, parce que vous aviez quand même beaucoup de trucs sur stats, de machin, de perso. Mais par rapport à Warhammer, ouais, c'était Byzance, quoi, tu vois, c'était un peu là. Mais bon, après, c'est le jeu aussi, tu vois. Mais moi je vais être honnête, je l'ai joué parce que j'aimais beaucoup le côté monde à secret, où tu joues un truc, tu fais ah putain, mais les changeants c'est quoi, les trolls c'est quoi, les orques, les ogres c'est quoi, etc. Et ça c'était génial, tu vois, vraiment le contenu du truc. Quand t'arrives à la fin, on te dit bah tu vas retourner en Alberetor pour aller voir les sombres seigneurs et machin, tu fais putain c'est génial, quoi. Tu vois, puis que tu te rends compte que tout ce qu'on t'a appris c'est faux et bullshit, ça c'est cool, tu vois. Quand tu rencontres Keltar, c'est quelque chose quand même. Ouais, non mais c'est vraiment. C'est vrai que le jeu est centré, le pitch du jeu est centré sur la forêt, et du coup le fait qu'on nous change géographiquement, qu'on nous envoie à un endroit qui est aux antipodes de la forêt. Enfin, concrètement dans un désert où du coup ça change énormément les repères, et puis on se rend compte à ce moment-là que le monde, notre monde tel qu'il a été construit est centré sur la forêt, et qu'en fait le monde autour est ultra vaste, en fait juste sauver cette région-là du monde, ça peut n'avoir aucun impact sur le reste du monde en question. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait que en fait le fait de jouer, la campagne est beaucoup plus intéressante quand tu joues un Alberetti, un mec d'Ambriac, un barbare ou un troll, parce qu'en fait tu te sens beaucoup plus impliqué par les révélations, etc., qu'un mec qui est barbare comme David, où il se dit bon bah voilà, moi j'ai ma bite et mon couteau, mon arc, et le reste je m'en fous. Alors que t'es Ambrien, quand on te dit bah la reine c'est une connasse, que les sombres seigneurs ils sont peut-être pas si méchants, etc., tu te dis putain waouh, tout. Alors que genre t'es barbare ou t'es changelin ou t'es ogre, on te dit bon bah ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est. Il y a le côté, évidemment, les humains, vous êtes cons, quoi. Évidemment, vous êtes machin, voilà. Mais ouais, alors c'est bon. Ok, voilà. Il y a un autre truc quand même qu'il faut souligner, ouais. C'est la magnificence des illustrations qui, je trouve, laisse place à l'imagination tout en évoquant plein de choses. Très évoquant. Et elles sont magnifiques, et ça vraiment. En pas grand chose, ça te donne un imaginaire de fou. C'est ce qui m'a motivé. Le matériel d'ordre général, les casques, etc. sont. Ils ont du plastique. Bonne qualité. C'est plutôt cool, ouais. Bon, allez, je vais stopper là. Voilà, donc c'était le témoignage de mes joueurs assez éclairant. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc il est temps pour moi de dire adieu à Davocar. Et puis vous souhaitez plein de bonnes choses dans vos péripéties de jeux de rôle, et si jamais vous avez des questions sur le monde ou autre, sur Symbaroum, je serais ravi d'y répondre. Alors, encore une fois, je ne suis pas une source de vérité pure, hein, j'ai mes travers aussi, hein, en tant que personne, en tant que maître du jeu. Je vous ai toujours dit que les systèmes, ça me fait chier. Enfin, j'aime pas les combats et tout ça, donc il y a des choses où j'ai peut-être des gens qui diront « Bah ouais, mais tu t'es planté sur tel élément, il n'y a pas de souci ».
Mais bon, voilà, si jamais ma porte reste ouverte, n'hésitez pas à commenter, à liker ou autre. Partagez ça sur les plateformes sur Symbaroum, ça peut toujours être utile. Et je pense encore une fois que j'ai aucun regret en fait à l'avoir fait jouer. J'aurais eu des regrets sur d'autres trucs, mais là, c'est aucun souci. J'étais très content de le faire. Et ça a été homérique, ça a été difficile par moments, surtout la collecte d'informations que je trouve toujours très compliquée. Préparer les scénars, c'était par rapport à Warhammer, qui a ses défauts, mais je trouve que par rapport à la campagne de l'ennemi intérieur, c'était pas facile. Il y a des fois, il fallait vraiment aller chercher la petite bête. En attendant, voilà, c'est tout pour moi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, puis à très bientôt. Allez, salut.